Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Muchang Pech, je suis la directrice éducation de Bibliothèques sans frontières. Et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Patrick Veil, historien, chercheur au CNRS et fondateur de Bibliothèques sans frontières, qui en est aujourd'hui le président. Et ce soir, Patrick va parler du traité de Versailles, un sujet que l'on retrouve au brevet et un sujet surtout sur lequel beaucoup de choses sont encore méconnues. Je vais passer tout de suite la parole à Patrick. En tout cas, n'hésitez pas à commenter dans le fil Facebook et vous retrouverez bien évidemment cette vidéo suite à la conférence sur notre page Facebook et sur notre site internet bibliosansfrontières.org comme sur le site belge bibliosansfrontières.be. Patrick, je te laisse la parole pour nous parler du traité de Versailles. Merci beaucoup, Moucheng. Alors, le traité de Versailles, tout le monde le connaît. C'est le traité qui termine, qui est un traité de paix entre les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, l'Angleterre, la France et leurs alliés associés, les États-Unis, j'ajoute aussi l'Italie, le Japon et le vaincu, l'Allemagne, qui, signant le traité, accepte les conditions de ce traité, c'est-à-dire la perte d'une partie de son territoire, environ 12-13%, une partie de sa population, le plus souvent des populations qui ne parlent pas l'allemand, des Polonais à l'Est, des francophones à l'Est ou des Danois, et aussi qui se voient imposer la perte de toutes ces colonies, le plus souvent au bénéfice du Royaume-Uni, enfin de l'Angleterre et de l'Empire britannique, et enfin une indemnité dont la somme n'est pas encore fixée, mais qui est basée sur une clause, l'article 231 du traité, qui prévoit, qui accepte la culpabilité de l'Allemagne pour le déclenchement d'une guerre qui a produit la plus grande catastrophe humaine de tous les siècles, puisqu'il y a 18 millions de morts, dont 8 millions et demi de soldats, 21 millions de soldats blessés. Et donc cette guerre qui a duré plus de 4 ans, qui est la plus grande catastrophe, l'Allemagne est déclarée emporter la responsabilité et se déclare prêt à payer en fonction de ses capacités l'indemnité et les réparations qui sont dues, je dirais, aux responsables de ces hostilités. Alors, quand on parle aujourd'hui du traité de Versailles, souvent, alors que l'objectif du président Wilson, lorsqu'en avril 1917, il engage son pays, du côté des Alliés, c'est d'en terminer avec toutes les guerres, de faire de cette guerre la dernière de toutes les guerres, et on sait bien que ce n'est pas ce qui arrivera, et on dit parfois, le traité de Versailles, étant donné sa dureté, étant donné les clauses qui ont été imposées à l'Allemagne, a conduit à une responsabilité dans la grande guerre suivante, qui est la Seconde Guerre mondiale. Et c'est cette question à laquelle je voudrais répondre en essayant de refaire la chronologie du traité, essayer de l'expliquer. Vous verrez que je n'arriverai pas tout à fait à la conclusion qui est celle que je viens d'évoquer et qui est celle qui est assez couramment répandue lorsqu'on dit par exemple sur Clémenceau, il a gagné la guerre mais il a perdu la paix. Alors, quand la guerre se déclenche après l'assassinat de l'héritier de l'empereur d'Autriche-Hongrie à Sarajevo en juin 1914, après l'ultimatum de l'Autriche soutenu par l'Allemagne, l'invasion de la Belgique neutre, la résistance de l'armée belge et première résistance de l'armée française, la bataille de la Marne, qui empêche la victoire éclair de l'Allemagne. Lorsque cette guerre s'installe dans la durée, des deux côtés, des alliés et du côté des empires centraux, il y a des objectifs territoriaux de la guerre. Du côté, si l'Allemagne avait gagné la guerre, certains plans disaient
qu'elle aurait récupéré le reste de la Lorraine, fait de la Belgique un État, comment dire, un protectorat, et installé une zone économique dominante correspondant à peu près aujourd'hui, je dirais, à ce qu'est la zone euro. Bon. Et de l'autre côté, les Français, les Anglais, qui sont au départ alliés avec la Russie, ont des objectifs territoriaux. La Russie, c'est de récupérer Constantinople, la France, essentiellement l'Alsace-Lorraine, l'Angleterre, des colonies, et puis quand l'Italie rejoint la coalition, on passe des accords secrets avec les Italiens, et puis avec les Japonais, pour leur dire, si vous rentrez avec nous dans la guerre et qu'on gagne, eh ben vous aurez tel et tel territoire. Et lorsque les États-Unis s'engagent en avril 17 dans la guerre, Wilson, lui, ne demande rien pour les États-Unis et il veut imposer une certaine morale dans ce conflit en disant « je veux une paix sans vainqueur, je veux une justice territoriale, une justice entre les nations et une société des nations qui assurera pour l'éternité la paix entre les nations reconnues comme souveraines. » Et cet état d'esprit va s'imposer parce que le rôle des États-Unis dans la victoire des Alliés, alors on dit souvent ils sont arrivés assez tard, oui, ils sont arrivés assez tard militairement, je dirais au printemps 1918 et puis surtout à l'été 1918, mais c'est quand même à ce moment-là que s'effondre l'armée allemande et que les chefs d'état-major de l'armée allemande demandent en urgence à leur gouvernement de demander l'armistice parce que l'armée allemande est en train de s'effondrer. Mais les Américains ont apporté une aide extrêmement décisive aux Alliés, déjà avant 17, en leur fournissant de la nourriture. Il n'y a jamais eu de famine, ni en Angleterre, ni en France, ni même en Belgique occupée par l'Allemagne. Et l'Amérique a financé nos besoins, nous a aussi apporté une aide en matière première. Donc, je dirais que la neutralité jusqu'en 17 de l'Amérique avait été bienveillante. À partir du moment où elle entre en guerre, elle fait aussi une propagande technologiquement très avancée qui va contribuer à, je dirais, dissocier la population allemande de l'empereur et du militarisme prussien. Donc l'Amérique joue un rôle bien au-delà de son apport militaire, et le président Wilson, qui décide de participer aux négociations de paix, vient s'installer à Paris pour 6 mois. Pendant 6 mois, la Maison-Blanche est temporairement à Paris, et on appelle sa maison la Maison-Blanche temporaire. Et il vient, je dirais, imposer ce qui lui tenait à cœur, l'autodétermination, d'abord, des nations, et donc l'émergence de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie, qui sont les nouveaux États en Europe de l'Est, mais surtout, ce à quoi il tient le plus, c'est la Société des Nations. Aujourd'hui, c'est les Nations Unies, et ça s'appelle la Société des Nations, qui va être dans le traité de Versailles. Et qu'est-ce qu'il veut mettre dans la Société des Nations? Et c'est la première chose qu'il obtient dans la négociation, c'est qu'une fois que les territoires des frontières sont reconnus, s'il y a la moindre agression, d'abord, il y a immédiatement un blocus économique et financier qui va punir l'agresseur, et ça c'est toujours dans le traité de Versailles tel qu'il a été signé. Et Wilson prévoit également que s'il y a la moindre agression, tous les autres pays vont s'allier militairement pour se confronter à l'agresseur et empêcher dorénavant toutes les guerres finalement de pouvoir être déclarées parce que la punition serait trop forte. Et il prévoit des mécanismes de médiation et d'apaisement en cas de conflit entre plusieurs États-nations. Alors, très satisfait du texte qu'il a négocié avec la France et l'Angleterre et l'Italie et le Japon en février 19, il repart à Washington pour quelques semaines et là, il s'aperçoit que la clause qui dit que s'il y a une agression, immédiatement, les États-Unis avec les autres entreraient dans la guerre, ce n'est pas prévu par la Constitution américaine. La Constitution américaine prévoit que c'est le Sénat qui décide
si on peut entrer en guerre. Donc il ne peut pas automatiquement déclencher la guerre. Donc il rentre à Paris et il est obligé de faire un compromis avec son Parlement, le Sénat américain, et de dire, bon, ben voilà, s'il y a une agression, on examinera toutes les possibilités, y compris la guerre, mais ça laisse, je dirais, de la flexibilité pour ce qui est de la réaction par l'immédiate rentrée en guerre en cas d'agression. Et c'est à ce moment-là que, sur la suggestion de Lloyd George, le Premier ministre anglais, Wilson et Lloyd George donc vont proposer à Clemenceau quelque chose que Clemenceau et Poincaré trouvent absolument extraordinaire, c'est ce qu'on appelle le pacte de garantie. Et quel est ce pacte? C'est de dire, s'il y a une nouvelle agression allemande contre la France, l'Angleterre et les États-Unis viendront immédiatement en solidarité militaire. C'est en quelque sorte l'OTAN avant l'OTAN, au secours de la France. Et à ce moment-là, le débat est très vif en France, entre Poincaré et Foch d'un côté, je dirais Clemenceau de l'autre, Poincaré et Foch disant il faut absolument exiger la rive gauche du Rhin, en plus de l'Alsace-Lorraine que Wilson avait déjà lâché, et Lloyd George aussi, parce que si on n'a pas la rive gauche du Rhin, on n'arrivera pas à résister à une agression allemande. Et Clemenceau, lui, croit pas trop à la sécurité militaire qu'accorderait un bout de territoire de l'autre côté du Rhin. Il pense qu'il vaut mieux une bonne alliance atlantique, dès lors que la France a perdu son allié russe, qui est devenu bolchevique, et lui ne voit pas une alliance avec les bolcheviques, et donc il dit il faut signer dans le marbre une bonne alliance avec l'Angleterre et les États-Unis. Alors il se dit oui, mais il sait bien, il a été jeune, il était journaliste aux États-Unis pendant 5 ans, il sait que le Sénat peut ne pas ratifier, donc il prévoit que l'occupation de la Ruhr, c'est-à-dire de la rive gauche du Rhin, peut durer, qui va être temporaire 15 ans, pourra être prolongée si l'accord de garantie n'est pas ratifié finalement par le Sénat. Et puis, la France obtient l'occupation de la Sarre jusqu'à un référendum qui aura lieu en 1936, la population de la Sarre choisissant entre la France et l'Allemagne après les 15 ans d'occupation. Alors, c'est 35, je crois d'ailleurs, le référendum. En tout cas, voilà quel est l'objet du contentieux franco-français. Et Clemenceau se dit, l'occupation de la Ruhr, ça sera l'Alsace-Lorraine à l'envers, c'est ce que disent d'ailleurs les Anglais et les Américains, ça ne nous apportera pas une paix équilibrée, et donc, il parie sur l'alliance anglo-américaine. Et donc, attaché au traité de Versailles, il y a ce traité de garantie uniquement liant la France, l'Angleterre et les États-Unis. Mais quand Wilson revient aux États-Unis, pensant pouvoir tout faire passer, il se heurte à ce moment-là à deux oppositions. À l'opposition de gauche, si l'on peut dire, qui dit vous avez accepté des compensations territoriales, et ce qui choque beaucoup d'Américains, c'est le fait qu'une colonie allemande en Chine, Shantung, a été attribuée au Japon, alors qu'elle aurait pu revenir aux Chinois, bien sûr, qui avaient été des alliés dans la guerre. Et ça provoque une réaction de rejet du traité par la Chine et un choc énorme en Chine, le fait que la colonie de Shantung ait été attribuée au Japon. Bon. Et puis, il y a les réparations. Et les réparations, c'est le livre de Keynes qui va sortir en décembre 1919 et qui fait aujourd'hui, j'allais dire, la pluie et le beau temps pour l'interprétation du traité, qui dit c'est une véritable catastrophe, ces réparations imposées à l'Allemagne, alors qu'on a besoin de l'Allemagne qui reste la puissance centrale de l'Europe pour relancer l'ensemble de l'économie européenne. Ce que Keynes n'avait pas vu ou n'avait pas voulu voir, c'est que les Alliés avaient, et surtout Lloyd George et Clemenceau, avaient à faire face à une opinion française et anglaise, et aussi le Premier ministre belge, qui était
vent debout contre l'Allemagne. Dans déjà la conquête, enfin la première attaque allemande en 14 avait détruit une partie de la population belge et des villes belges. La ville de Liège, pas de Liège, excusez-moi, de Louvain avait été totalement détruite. Les populations belges ont souffert énormément je dirais, des exactions de l'armée allemande. Et dans la retraite, alors qu'ils avaient demandé l'armistice, les Allemands s'étaient encore une fois à l'égard des Belges et des Lorrains comportés de façon extrêmement inhumaine. Ils avaient aussi coulé un bateau de civils entre l'Irlande et l'Angleterre. Donc il était impossible politiquement aux dirigeants des démocraties d'Europe de repartir avec un traité qui n'imposait pas, je dirais, le slogan « l'Allemagne paiera ». Bon. Mais une fois qu'ils avaient écrit ça vaguement dans le traité, ils étaient prêts, dans une commission des réparations, à ajuster, et c'est ce qui était prévu, le niveau des réparations aux possibilités de remboursement de l'Allemagne. C'était ça qui était prévu. Donc tout ça était un cadre qui avait quand même un certain équilibre, mais cet équilibre s'est effondré parce que, confronté à une demande du Sénat américain de bien préciser que si l'Amérique devait entrer en guerre en application des clauses de la Société des Nations, il fallait l'approbation du Sénat, Wilson a refusé cette interprétation, et donc le traité n'a pas été ratifié par les États-Unis. Et donc, sans les États-Unis, ce traité qui avait été inspiré par les États-Unis s'est retrouvé complètement déséquilibré. Clemenceau a quitté le pouvoir parce qu'il a perdu l'élection présidentielle de janvier 1920. Et ensuite, je dirais, en l'absence de clause de sécurité militaire, qui était ce traité de garantie qui avait sauté du fait de la non-ratification américaine, M. Poincaré, revenu au pouvoir comme Premier ministre, président du Conseil, a occupé la Roure en 1923, et de là, après l'échec de cette occupation, on est reparti dans des renégociations qui faisaient qu'on voyait bien que le traité de Versailles, dès lors que l'Amérique n'était plus dedans, avait une dimension, je dirais, d'un traité un peu avorté. Voilà. C'est là-dessus que je voudrais conclure, et je serais très heureux, bien sûr, d'entendre toutes les questions, de répondre à toutes les questions qui éventuellement vous auriez à la suite de cet exposé qui, j'espère, n'était pas trop long. Merci énormément, Patrick, pour cette intervention. Effectivement, nous invitons à poser vos questions dans les commentaires du live. Patrick, peut-être une première question pour commencer. Tu me disais tout à l'heure en amont de la conférence que tu avais lu l'article Wikipédia sur le traité de Versailles et qu'il y avait des choses qui n'étaient pas exactes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Non, c'est-à-dire que c'est surtout qu'ils n'étaient pas... que par exemple l'absence du traité de garantie, qui est fondamental, que tout le monde considère comme un élément central, Clemenceau n'aurait pas signé le traité de Versailles s'il n'y avait pas eu le traité de garantie. Donc il faut, quand on fait de l'histoire, se mettre au moment où les acteurs réfléchissent et décident. Et Clemenceau n'aurait pas signé le traité de Versailles sans traité de garantie. Voilà. Et or, le traité de garantie n'est pas mentionné dans la page Wikipédia. Et donc les élèves et les parents qui voudraient apprendre avec Wikipédia le traité de Versailles n'y comprendraient pas grand-chose. Effectivement, en effet. Et alors, tu nous as beaucoup parlé de Wilson et de l'importance que sa vision, son inspiration ont eu sur ce traité de Versailles et sur le pacte un peu avorté de garantie. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce personnage? Disons que il était d'abord partisan de la neutralité, de la non-intervention. Il y a une tradition qui s'appelle la doctrine de Monroe, dans la tradition de la politique américaine, qui est la non-intervention. La non-intervention des Européens dans les affaires de l'Amérique, mais aussi le fait que l'Amérique ne veut pas se mêler des affaires européennes. Alors, il faut bien savoir qu'aux États-Unis, vous le savez très bien, il y avait à l'époque, par exemple, des Américains d'origine anglaise, irlandaise, française, mais surtout aussi, enfin pas surtout, mais aussi
des Américains d'origine allemande, qui étaient plutôt partisans de l'Amérique. Donc, c'était aussi une des raisons de la neutralité. C'est qu'il fallait éviter de diviser le pays selon les groupes d'origine de chaque groupe d'Américains, sur les nations d'origine. Donc, Wilson tient la neutralité, mais qui tient le contrôle des mers à l'époque? C'est l'Angleterre, c'est la marine britannique. Donc, en réalité, la neutralité, elle est dans la dépendance britannique. Donc, en réalité, les Allemands reprochent aux Américains d'être liés aux Anglais, du point de vue des flux de marchandises dans l'Atlantique. Bon, ce qui est vrai. Et donc, les Allemands en ont marre de voir des bateaux fournir, des bateaux américains fournir des... Et donc, ils font la guerre sous-marine. C'est en raison de la guerre sous-marine qui va couler des bateaux où il y a plein d'Américains ou même des bateaux américains qui enflamment l'opinion publique américaine. Et puis aussi parce qu'il y a un fameux télégramme Zimmermann, le télégramme Zimmermann qui est un télégramme où le ministre des Affaires étrangères allemand propose au Mexique d'entrer avec l'Allemagne dans la guerre contre les États-Unis, et comme ça, il récupérait la Californie, le Nouveau-Mexique et je crois l'Arizona, ou Texas, je sais plus, Texas. Alors ça, évidemment, ça ne facilite pas, ça renforce les partisans de l'entrée dans la guerre. Et c'est ce qui se passe. Mais Wilson se voit un rôle un peu de prophète et il veut amener la paix dans le monde. Et donc, il endosse une proposition de Société des Nations qui vient au départ des Anglais, comme d'ailleurs le concept de self-determination, autodétermination des nations, qui vient aussi des Anglais, et il porte ces deux concepts et ces projets comme devant structurer. Et alors, de l'autre côté, il y a Clémenceau qui dit « Moi, je suis pour la paix universelle ». D'ailleurs, il propose la décolonisation immédiate. Il dit que c'est ça qu'il pense. Il pense que c'est ça qui pourrait la permettre le plus facilement, la fin des empires. Mais il dit « Vous savez, on vient d'être envahi 2 fois par les Allemands, il faut des garanties militaires. » Et voilà, donc ils ne se parlent pas. Mais Clémenceau n'était pas insensible au langage de l'universalisme qui était celui de Wilson. Celui qui était le plus, je dirais, terre à terre, et qui d'ailleurs l'avait emporté, je pense, du point de vue de son talent de négociateur, du point de vue de l'intérêt de son pays, c'était Lloyd George. Lloyd George avait gagné les colonies, avait gagné la flotte allemande, qui s'est d'ailleurs auto-détruite en Irlande. Il avait, et puis, il avait réussi à maintenir la tension franco-allemande, qui était une des garanties historiques de la prédominance de l'Angleterre sur le continent européen. Absolument. Merci Patrick. Nous avons une question de Paul Chéniaud dans le fil Facebook qui nous demande « Le traité de Versailles a-t-il fait l'objet d'aménagements postérieurement à sa signature? Comment les Allemands perçoivent-ils aujourd'hui ce traité ?» Alors, je crois que je vais répondre à la deuxième partie d'abord. D'abord, non seulement les Allemands, mais je pense les Anglais, les Français, les Américains, tout le monde aujourd'hui lit le traité de Versailles avec les yeux de Keynes. C'est-à-dire que c'est un traité injuste le méchant Clémenceau et le Wilson un peu dans les nuages, grandes idées, mais incapable de résister à la pression des Français ou des Anglais. Tout ça fait un traité injuste qui a entraîné, qui a eu un impact sur la Seconde Guerre mondiale. Alors moi, je veux dire les choses clairement. Je pense que si l'Amérique avait été dans le traité de Versailles, il n'y aurait en tout cas pas du tout eu le même type d'événements historiques que ceux qui ont suivi. Et pour revenir à la première partie de la question, oui, le traité de Versailles a fait l'objet d'aménagements intra-européens, notamment le pacte de Locarno, qui est un pacte où, en 1925, l'Angleterre,
la France, l'Italie, l'Allemagne et la Belgique reconnaissent leurs frontières ouest, je ne parle pas de l'Est, hein, de l'Ouest, et ça fait un peu de l'Angleterre une sorte d'arbitre de cette reconnaissance. J'ajoute que le problème qui va miner jusqu'à la guerre le climat entre pays européens et les États-Unis, c'est la question des réparations d'un côté et du remboursement des dettes de guerre de l'autre. Parce que l'Angleterre et la France, contrairement à l'Allemagne qui avait fini la guerre sans endettement extérieur, sans invasion sur son territoire, et donc dans une situation économique bien meilleure que la France, par exemple, d'un côté, mais qui était donc soumise à des réparations, toute cette question des réparations, des dettes à l'égard des États-Unis vont miner la possibilité d'apaiser les tensions entre les Européens d'un côté et avec les Américains de l'autre. Merci beaucoup, Patrick. Tu parlais tout à l'heure peut-être pour finir, une dernière question sur les impacts justement de ce traité sur les événements à venir. Tu penses que c'est la vision de Keynes justement qui a déjà commencé qui en 39 a déjà commencé à amorcer les choses? Non, c'est-à-dire que la vision de Keynes domine complètement les Anglais qui sont une partisans d'une politique d'apaisement et sont partisans jusqu'à Churchill. Celui qui a tout vu, tout ce que je vous dis là, vous pouvez le lire dans Churchill. Churchill a participé aux négociations du traité, a tout vu, il a tout compris, c'est un génie, et lui, mais il n'a pas dominé la politique britannique dans l'entre-deux-guerres, loin de là. Quand il revient, c'est déjà trop tard. Il revient à la fin, au moment où tout est en train de s'effondrer. Mais Chamberlain, par exemple, qui joue un rôle beaucoup plus important que Churchill dans les années 30 dans la politique britannique, pense que l'Allemagne a été maltraitée par le traité de Versailles et qu'il faut donc compenser et redonner à l'Allemagne des colonies ou redonner des territoires, ou redonner, voilà. Donc il y a une permanente tentation du côté, ce qu'on appelle des appeasers, des partisans de l'apaisement, de changer le traité par rapport à des clauses perçues comme injustes. Et ça, c'est vraiment le schéma de Keynes, qui, rappelons-nous-le, était anglais et défendait la cause anglaise en réalité, qui s'impose dans les esprits. Alors, pourquoi le livre de Keynes reste dominant? Écoutez, je ne veux pas vous livrer un secret, mais moi-même, j'ai un livre qui va sortir sur le sujet d'ici un an, et vous verrez pourquoi Keynes est resté dans nos esprits. Et ça, c'est le rapport qui est très intéressant entre les faits et la mémoire de ces faits et les interprétations, parce que la mémoire, les gens qui avaient vécu la négociation, comme Churchill, vous disaient à peu près ce que je vous ai dit. Mais après, cette mémoire-là s'est perdue. Et on est resté avec le livre remarquablement bien écrit, qui se lit comme un bijou du point de vue du style de Keynes, et il fait encore l'opinion. Merci beaucoup, Patrick. Mais si vous regardez, par exemple, les derniers ouvrages de Margaret Macmillan, par exemple, ou de Adam Tooze, qui sont deux collègues, ou Anthony Lantin, qui est un collègue moins connu, mais qui est remarquable, un collègue britannique, si vous regardez ces ouvrages-là, eux disent aussi ce que je vous dis. C'est-à-dire que le traité n'était pas si horrible que ça, c'était, voilà, mais ils ne sont pas dominants, même si ce sont des historiens absolument reconnus, leur voix ne porte pas aujourd'hui pour des raisons très intéressantes qu'il faut examiner peut-être dans une conférence que je ferai dans un an. Voilà. Fantastique, Patrick. Quel teasing pour ton ouvrage à venir qu'on a tous hâte de lire. Et c'est une très belle conclusion à une conférence sur l'histoire où justement on rappelle le rôle des protagonistes, de la mémoire, de l'interprétation.
Merci énormément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à continuer à nous écrire. Nous ne manquerons Et je pas vous de les répondrai. transmettre à Patrick. Ouais, Voilà. je vous répondrai. Merci de votre attention. Merci infiniment, Merci Patrick, Louis pour cette Feng. conférence. Je t'en prie, Merci. merci beaucoup. Je vous propose qu'on se Merci. retrouve. Pardon, je t'en prie, Non, Patrick. non, 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 non. À quoi? Je vous propose qu'on se retrouve dès mardi prochain pour une nouvelle session de conférence. Cette fois-ci, nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir Raphaël Chevrier, qui nous parlera des découvertes qu'on n'attendait pas, de la sérendipité en sciences et de toutes ces découvertes qui ont lieu un peu par hasard. Je vous remercie de votre attention et de votre mobilisation à nos côtés. Nous nous retrouvons demain matin à 10h10 pour une nouvelle session live autour des ressources éducatives à utiliser à la maison avec vos enfants. Merci encore, Patrick. Merci Très Mouchek. bonne soirée à tous. Au revoir.